Hello, Alexandre Nguyen, Data DevOps, et moi-même, Yannick Lambrouski, on travaille chez Miracle et on a la chance d'y avoir vu naître sa plateforme d'inférence. Par inférence, on entend prédiction d'un modèle. Et bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Et, mais pardon, Miracle, c'est avant tout un SaaS qui offre un écosystème marketplace pour ses clients B2B. Et en gros, concrètement, il va offrir à des entreprises de pouvoir opérer une marketplace sur leur propre site web. Et dans cet écosystème, on va retrouver des solutions advertisement et retail media qui vont être au centre du retour d'expérience qu'on va vous faire. Donc c'est un retour d'expérience, on va partager un peu nos doutes, nos phases de réflexion, nos galères, notre solution, et on va essayer de vous rassurer sur, si vous hésitez, comment avoir votre propre stack d'inférence chez vous. Donc de quoi on va parler? On va expliquer comment la plateforme d'inférence de Miracle a vu le jour, comment on en est arrivé à en avoir besoin. Et on a jugé assez intéressant de juger aussi comment on l'a fait évoluer pour venir onboarder des use cases GPU, ce qui change énormément la donne. Tout ça tamponné en production, un mot à ne surtout pas sous-estimer quand vous travaillez avec des data scientists. Et ça va se traduire naturellement par deux parties. La première qu'Alex va vous partager. Donc, comme Yannick l'a dit, Miracle propose plusieurs solutions pour les marketplaces, dont Miracle Ads, notre solution d'advertisements pour les marketplaces. Et en fait, tout simplement, lorsque vous faites une recherche, Miracle Ads en fait, va permettre de faire des recherches sponsorisées, donc de mettre en avant certains produits. Et le challenge, en fait, ça va vraiment être comment on va réussir à faire en sorte de maximiser les produits qui sont mis en avant. Donc, par exemple, maximiser les ventes. Lors de recherche d'un utilisateur, en fait, on va pouvoir avoir différents critères qu'on va utiliser, le sexe, l'âge de l'utilisateur. Et on se retrouve donc avec ces critères que l'on va mettre en fait, à disposition à des algorithmes de recommandation. Et la vraie problématique, c'est en fait comment on va faire pour avoir le meilleur algorithme qui va être choisi à chaque fois qu'un utilisateur va tout simplement vouloir faire une recherche. Et c'est vraiment là en fait l'intérêt du modèle qu'on souhaite mettre en place, c'est tout simplement d'avoir un modèle qui va être capable de choisir parmi tous les modèles présents qui sont disponibles et mis à disposition par les data scientists, le meilleur au fil du temps, et que derrière, en fait, ce soit toujours dans le but de maximiser les ventes. Et dans ce challenge, en fait, on va se retrouver avec 4 problématiques fortes. Donc, dans un contexte d'e-commerce, on se retrouve avec un besoin de faible latence et être capable d'absorber des pics de trafic lors d'événements comme le Black Friday. On va vouloir avoir plusieurs dizaines de modèles, tout simplement parce qu'en fait, on va vouloir avoir un modèle personnalisé par client. Et enfin, une mise à jour fréquente des modèles, tout aussi important pour avoir en fait une capacité d'être le plus à même à avoir une pertinence au niveau des derniers produits. Et donc les différentes approches que l'on a considérées, la première a été la solution managée. Donc en fait on utilise déjà Databricks comme data platform qui propose Databricks Serving en solution managée pour justement déployer des modèles. Sauf qu'en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des problématiques au niveau de la latence qu'on ne pouvait pas justement suivre par rapport à ce qui était attendu dans notre challenge. Et en plus de ça, il y avait une faible configurabilité. Donc, on se retrouvait avec vraiment un outil qui était peu flexible dans notre cas. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas le mettre directement dans le code, donc dans le code de Miracle Ads. Ça aurait résolu la majorité des problèmes soulevés précédemment, mais on aurait eu un autre problème qui aurait été en fait un couplage fort entre le code des data scientists et le code des devs. On aurait eu une réduction de l'autonomie et une friction en fait au niveau des cycles de release, sachant qu'on voulait en plus faire en sorte que les modèles soient constamment mis à jour, ce qui aurait impliqué d'avoir des cérémonies et des sprints communs avec les équipes de dev, donc c'était ce qu'on voulait éviter. Et tout simplement, on s'est dit pourquoi pas l'héberger directement dans Kubernetes. Et nous, de notre côté, c'est vraiment l'approche qu'on a suivie parce qu'en fait, on avait déjà une infrastructure résiliente avec Kubernetes dans lequel on a nos applications qui sont déployées. Et l'objectif, ça a été vraiment de se dire pourquoi pas les colocaliser, donc colocaliser les modèles avec nos applications
Et en plus de ça, le second objectif, c'était aussi de proposer aux data scientists une plateforme proche d'une solution managée pour qu'ils aient envie d'adopter la solution. Et donc, de quoi on parle à Miracle? Donc, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais à Miracle, on avait déjà en fait une infrastructure Kubernetes avec, comme vous pouvez le voir, des clusters présents dans différents clouds, donc du Amazon, du Google, du Azure. Et on suit un pattern GitOps assez classique dans lequel Argo CD va pouvoir déployer les applications dans ces clusters. Ensuite, on a du monitoring prêt à l'emploi. Donc, tout simplement, on va pouvoir scraper les métriques de nos applications et les envoyer à des outils de monitoring. Et enfin, on a notre data platform, Databricks, qui va être capable d'ingérer des événements métiers envoyés, en tout cas récupérés par les clusters Kafka. Et donc, dans le titre, on a dit que déployer des modèles avec Kserve, c'est simple, mais évidemment, ça part aussi du postulat que vous avez déjà une infrastructure Kubernetes prête à le recevoir, et sans ça, c'est loin d'être la première solution forcément à considérer. Training is easy, production is hard. Donc, c'est une phrase qui arrive assez souvent, qui est assez souvent répétée dans le milieu du machine learning, et c'est vraiment ce que Kserve permet de faciliter. Kserve, en fait, il permet de standardiser la manière dont on va déployer et servir un modèle, et ce, qu'importe le framework machine learning sous-jacent. En plus de ça, il est présent dans la fondation CNCF et également dans la suite Kubeflow qui permet de mettre en place une plateforme complète de machine learning, donc avec la partie entraînement aussi. Et en fait, c'est cette adoption par la communauté qui nous a aussi poussé vers cet outil parce qu'on sentait que ça allait être maintenu dans le temps et que ça allait aussi suivre les tendances actuelles. Et donc, avec Kserve, comment en fait on va pouvoir le déployer? On a donc 3 modes de déploiement possibles: modèle mesh, standard et serverless. Donc le modèle mesh, en fait, ça va être tout simplement le fait de mutualiser les modèles dans un même pod. Donc ça a l'avantage d'optimiser les ressources réseau et en termes de compute. Mais par contre, on a une problématique en termes de déploiement. C'est un peu plus complexe en fait de le mettre en place parce que il va falloir avoir une image dédiée qui va gérer en fait cette interaction entre les modèles au sein d'un pod, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des déploiements unitaires, et c'est pour ça qu'on n'est pas parti vers cette approche. Ensuite, on va avoir le modèle standard, qui va être tout simplement l'utilisation des objets natifs dans Kubernetes, service, ingress, déploiement. C'est une approche qu'on a considérée, mais en fait, elle nécessite l'installation d'outils externes pour pouvoir tirer pleinement parti de Kserve, dont notamment par exemple Keda, qui va permettre de faire l'autoscaling pour nos modèles, quelque chose qu'on n'avait pas forcément en place et qui aurait nécessité bien plus d'ingénierie de notre côté. Et donc on est parti sur la suite serverless, donc avec Knative, Knative Serving et Knative Eventing, qui propose en fait une plateforme d'inférence en serverless qui va permettre d'être capable de répondre à des bursts de trafic, avoir du scale to zero, avoir aussi une architecture event-driven dans laquelle on va pouvoir interagir en asynchrone avec du Kafka. Et c'est vraiment dans cette direction qu'on voulait aller parce que ça va permettre aussi de faciliter l'adoption par les data scientists qui auront des bénéfices out of the box. Et avec Kserve et Knative, il faut aussi mettre en place un composant réseau. Donc, on a testé 2 composants réseau, Istio et Courrier. Et en fait, on n'a pas vu de très grande différence en termes de performance au niveau de la latence avec ces 2 composants. Par contre, on a vu que Istio était bien mieux intégré avec Kserve, notamment les fonctionnalités en fait, de réseau. On va voir par la suite que justement, Istio est bien mieux intégré, donc c'est naturellement vers Istio qu'on s'est dirigé. On a donc une stack Kserve, Knative, Istio qu'on a déployée directement dans le cluster Kubernetes. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu plus en détail qu'est-ce que Kserve va nous offrir. Donc Kserve, l'unité de base, ça va vraiment être un inference service. Un inference service, ça va être ce que vous allez déployer lorsque vous allez déployer un modèle dans Kubernetes. Et en fait, c'est composé dans un premier abord d'un déploiement et d'un pod. Pod qui va contenir un storage initializer qui va être le conteneur qui va récupérer de manière optimisée votre modèle depuis un modèle storage. Le modèle serveur, ça va être lui qui va en fait tout simplement exposer votre modèle à travers un serveur. Comme ça, vous allez pour l'exposer à une application qui va pouvoir ensuite faire des inférences, des prédictions. Et en fait, c'est couplé à un autre objet de Kserve qui est le serving runtime. Le serving runtime, ça va être l'ensemble des runtimes disponibles dans l'industrie qui vont permettre de runner vos modèles. Et tout simplement, Kserve va être capable
d'inférer en fonction de votre modèle, le framework que vous avez utilisé, le bon runtime à utiliser. Donc si j'ai un modèle MLflow par exemple, ça va automatiquement choisir le ML server associé, et c'est vraiment ça qui est aussi très intéressant. Ensuite, on a la queue-proxy qui est en frontal du modèle serveur, dont le but va être de protéger le modèle serveur de spike au niveau des requêtes, par exemple, et aussi d'appliquer des paramètres de concurrence. Donc, si le modèle serveur n'est capable de traiter que 4 requêtes en parallèle, alors dans ce cas, la queue-proxy va permettre justement de n'envoyer que 4 requêtes en parallèle au modèle serveur et va absorber le trafic externe. Et en fait, tout ceci n'est pas forcément, tout ce qui va être au niveau de la production adéquate. Et c'est vraiment là où Knative rentre en jeu. On a Knative avec l'autoscaler et l'activator qui vont permettre de faire du scale deployment et du scale to zero. On a Knative Eventing qui va permettre en fait de loguer les réponses et les requêtes des prédictions et les envoyer dans diverses destinations, donc par exemple un Kafka Topic. On a aussi le Knative Revision qui va être tout simplement en fait la représentation d'une nouvelle version de votre modèle. Donc quand vous allez mettre à jour votre modèle, ça va créer une nouvelle révision. Et l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de pouvoir, par exemple, faire un rollback automatique. Dans le cas où la dernière version n'est pas fonctionnelle, ça va rollback automatiquement vers la version précédente. Et couplé à Istio, ça va permettre de mettre en place, par exemple, du deployment en Canary, donc d'aller pouvoir splitter le trafic sur 2 versions différentes pour des buts, par exemple, d'analyse de performance au niveau des modèles. Donc là, je parle vraiment d'analyse plus au niveau des performances de recommandation. Et grâce à Istio aussi, on a une exposition vers l'extérieur. Donc on a un URL externe sur lequel on va pouvoir faire des prédictions. On a aussi la capacité de faire un appel en direct depuis le service, depuis l'application, pardon. Et donc c'est vraiment tout ce que l'inférence service permet de déployer en même temps. Et comment ça se manifeste en YAML? Donc c'est assez simple. Le YAML de base, en fait, il va être composé de la configuration du modèle. Et là, vous pouvez voir par exemple le storage URI qui va pointer sur la localisation de votre modèle où vous allez vouloir le récupérer. La partie de la récupération des métriques du modèle qui vont être customisables en fonction justement du runtime qui va être utilisé derrière. La partie logging, donc, comme je l'ai dit auparavant, on va pouvoir envoyer les réponses, envoyer les requêtes vers une destination, donc ici un topic Kafka. Et enfin, la configuration de l'autoscaling. Donc là, on peut voir par exemple le scale métrique. Donc on va pouvoir choisir de scaler en fonction de la concurrence, des requêtes par seconde, du CPU. Donc vraiment, tout ça qui est disponible directement. Et vraiment, en fait, c'est ça qui est très utile avec Kserve et Knative, c'est qu'en fait, c'est assez simple de commencer. Donc là, c'est assez straightforward au niveau du YAML, mais aussi on va avoir la capacité d'étendre, d'avoir une extensibilité de la configuration avec tout ce que offre Knative pour répondre au cas par cas à nos cas d'utilisation. Et donc, parlons-en de notre cas d'utilisation. On a en fait besoin d'autoscaling prédictible en fonction du trafic, avoir une fluctuation de la latence qui va être lissée dans le temps, surtout lors des mises à jour des modèles, qui va perturber le système, être capable de recevoir des pics de trafic, éviter les pénalités de call start et par exemple empêcher de scale down trop tôt. Et donc, on a ces paramètres-là qui ne sont pas exhaustifs, mais qui sont exposés par Knative et Kserve, sur lesquels en fait, on a travaillé pour justement itérer et voir en fait, comment le système allait réagir, et notamment avec un outil de load testing, donc Grafana K6, qui nous a permis de tester plusieurs scénarios, donc des mises à jour de modèles, le Black Friday, pour itérer sur ces paramètres, les raffiner et vraiment être sûr qu'en production, on allait être capable de tout simplement pouvoir supporter la charge. Et c'est vraiment là l'avantage de Kserve et Knative, c'est qu'on va avoir en fait cette flexibilité d'adapter nos inférences services, nos modèles au cas par cas. Donc maintenant qu'on a pu voir que Kserve allait répondre à nos problématiques en termes de performance, comment en fait on va faire adopter cette solution à nos data scientists. Donc déjà ça commence par comment eux en fait ils réalisent un modèle. Donc tout simplement ils vont travailler sur leur plateforme, donc depuis un notebook, ils vont commencer à concevoir un modèle. Quand ils sont satisfaits, souvent ils vont le pousser sur un source control, donc Git, et ensuite ils vont vouloir le mettre en production. Donc ils vont d'abord l'entraîner contre les données de production de la data platform, l'enregistrer dans un modèle registry, donc ici MLflow, qui est un modèle registry managé par Databricks, et persister ensuite dans un bucket S3. Donc ça, en fait, ça va vraiment être utile parce que ça va être notre interface pour aller ensuite récupérer le modèle depuis notre inférence service.
Et donc, qu'est-ce que ça nous donne sur une vue d'ensemble? Donc, on a le control plane qui va être installé et déployé par Argo CD dans nos clusters Kubernetes. On a ensuite un chart générique manifeste inférence qui va être en charge de templatiser tout simplement les inférences services en exposant les différents paramètres qu'on a pu voir auparavant. Et ensuite, ce chart va être hérité par tous les repositories des projets d'équipe, donc des data scientists, donc ici manifeste inference ads, dans lequel on va pouvoir expliciter les valeurs qui vont être compatibles avec justement le cas d'utilisation qu'on a pu voir. Ensuite, un des gros points centraux sur lequel on a travaillé, c'est vraiment ce package Python, DS Inference, qui va permettre en fait de déployer sans avoir à interagir avec Kubernetes, donc à réduire la friction entre les data scientists et notre plateforme d'inférence. Ils vont pouvoir déployer en local, depuis Databricks, depuis leur CI, depuis une orchestration Airflow. Et vraiment, en fait, ça leur permet de déployer directement dans Kserve. Et en plus, on gère aussi tout ce qui va être gestion de dépendance Python. Ensuite, donc, comme on a pu le voir, l'inférence service va pull le modèle derrière et le récupérer depuis un bucket S3. Donc, modèle qui a été entraîné et enregistré dans le modèle registry. Et enfin, on a mis à disposition 3 nouveaux outils pour les data scientists. Donc, un Databricks, une table de prédiction. En fait, on va centraliser les prédictions qui ont été faites en production pour que les data scientists puissent faire une analyse ad hoc des performances du modèle et améliorer le modèle par la suite. Une interface graphique avec la possibilité d'aller voir les inférences services, leur état, sans avoir à interagir avec Kubernetes. Et enfin, avec Datadog, de l'alerting et des dashboards au niveau des performances et du trafic entrant qui vont leur permettre justement de monitorer leur modèle. Et avec tout ça, on a eu en résultat, par exemple, pour le mois dernier, une disponibilité de 99.9 avec 28 modèles en production, donc chacun pour un modèle. Et il faut se dire qu'à chaque fois, tous les modèles sont entraînés chaque heure pour qu'ils soient le plus pertinents possible. Et maintenant qu'on a notre socle d'inférence, je vais laisser Yannick vous présenter comment on a aussi géré les use cases GPU avec Kserve. Merci Alex. Alors, ok, top. On a une plateforme d'inférence. Elle est en production, elle tourne au calme. Mais comme on l'a dit dans les slides précédentes, la plupart des use cases, c'était limité à du MLflow et dans un sens aussi à du CPU. On n'avait pas de mécanisme pour disposer de GPU en production. Et rien que derrière cette phrase, un mécanisme pour disposer de GPU en production, il y a clairement un gros challenge. Hein. On y reviendra plus tard. Et pourquoi je vous parle de GPU chez Miracle, comme dans beaucoup d'autres compagnies, je pense, on a beaucoup d'usages du genre modération d'image. Vous avez certainement la rêve de la poupée Shine. Extraction d'attributs, analyse d'images, transformation d'images, quand vous voulez enlever un arrière-plan, par exemple. Et on va aussi tendre vers de l'agentique e-commerce. Tous ces trucs-là, c'est du LLM, du VLM pour Vision Language Model pour l'analyse d'images. C'est des gros réseaux de neurones couplés avec du PyTorch. Ça va nécessiter de la GPU. Et donc là, grosse question pour nous, on se dit, est-ce qu'on capitalise sur notre plateforme d'inférence pour venir honorer certains de ces use cases, sachant que certains de ces use cases étaient déjà honorés de manière avec du manager de temps en temps, avec des pain points identifiés. Mais du coup, grosse question, très engageante, j'y reviendrai aussi, mais là, je vais essayer d'expliquer pourquoi Kserve a énormément facilité la prise de décision. Pourquoi? Parce que comme le disait Alexandre, Kserve, c'est déjà des runtime. Et par exemple, comme quand vous lancez un Ollama en local pour load un modèle que vous allez trouver sur Hugging Face, ici, on va retrouver en haut à gauche VLLM, qui est un moteur d'inférence optimisé pour des LLM et des VLM en production. Donc, il va avoir des optimisations state of the art pour essayer de vous garantir que votre GPU, vous allez l'utiliser à 100%. Et donc, tous ces trucs-là, c'est quasiment out of the box avec Kserve. Et pour notre premier use case pour la GPU, parce qu'un retour d'expérience sans use case, ça serait dommage, on avait donc un nouveau use case qui était d'avoir un modèle qu'on appelle le modèle sémantique. Un use case assez simple qui est de dire, vous donnez un prompt et une image à un modèle, et lui, il vient vous donner des attributs sémantiques, donc donner du sens à votre image, pour par exemple venir enrichir votre base de données produit. Donc ici, on est passé de la stack que présentait Alexandre à cet ajout-là, qui est pour nous, qui a été d'industrialiser cette brique VLLM. Et au passage, on verra qu'on est passé aussi sur des GPU type NVIDIA. Ça se matérialise comment, cette industrialisation? Déjà, ça va se traduire par un YAML qui va ressembler à ça.
Donc, je ne sais pas si c'est très lisible, mais par exemple, on peut voir ici, ça ressemble clairement au YAML que partageait Alexandre sur un use case type MLflow. Mais là, on indique par exemple qu'on veut aller vers un modèle format VLLM qui va donc driver le choix du runtime à VLLM au lieu de quelque chose comme MLflow. Et on rajoute un petit peu des trucs fun comme on veut une GPU avec un node selector et on met nos limites de GPU. Et quelques arguments qui sont spécifiques à VLLM. Donc ça c'est sur le papier, et honnêtement, si vous faites ça, ça fonctionnera. Vous aurez votre truc, ça va tourner, votre modèle va tourner. Mais dès que vous commencez à avoir une approche vraiment orientée production et surtout serverless, vous voulez aller beaucoup plus loin. Et il y a quelques subtilités à avoir à l'esprit. Par exemple, déjà, la vie d'un modèle dans un monde GPU. Enfin, dans ce monde-là, vous avez par exemple votre runtime qu'on évoquait, donc c'est une image Docker. Et donc là, assez surprenant, l'image Docker de VLLM, on est sur au moins 20 gigas. Vous allez avoir votre host, votre machine, votre node sur Kubernetes, qui va disposer d'une ou de plusieurs GPU, et chaque GPU ayant sa mémoire. C'est important ce petit détail-là, parce qu'il faut que le modèle tienne en mémoire dans la GPU la plupart du temps. Et vous avez votre fameux modèle qui, lui, dans notre cas, il faisait 130 gigas, par exemple. Ça peut facilement aller au-dessus de 200 gigas quand vous faites du génératif, pour avoir tous les poids dedans. Et donc là, on peut voir des points d'attention qui apparaissent pour ceux qui font de l'infra. Le temps de télécharger, le temps de pouler votre image Docker. Alors oui, il y a OCI. Oui, ça sera que la première fois, mais c'est quand même à considérer. Le temps de télécharger votre modèle et aussi le temps de charger votre modèle dans la mémoire GPU. Parce que là, on parle facilement de minutes au pluriel. Et tout ça, c'est des contraintes de temps. Et typiquement, votre host aussi, là, lui, il faut le trouver. Il n'apparaît pas comme ça. Quand vous voulez être réactif et serverless, c'est du temps à considérer. Et toutes ces contraintes de temps, elles vont être extrêmement architecturantes dans vos décisions. En tout cas, pour nous, elles l'ont été. Donc si je reviens aux différentes subtilités que j'évoquais, cette fameuse question du call start, vous allez vouloir challenger ces contraintes de temps-là. Vous allez avoir besoin de nouvelles couches d'observabilité. Par exemple, vous avez envie de voir que votre GPU elle tourne et qu'elle est utilisée à 100%. Vous avez envie de voir que vous générez des tokens et que vous faites mieux qu'OpenAI. On peut essayer. Un challenge moins visible, mais non moins important, c'est l'attente de vos data scientists. Par exemple, pour notre use case de modèle, nous, il nous demandait un modèle qui était sorti il y a 2-3 semaines sur Hugging Face. Et typiquement, là, vous allez être tributaire de l'inertie des images officielles de runtime, de Kserve. Par exemple, le runtime VLLM, il n'aura pas les dernières librairies Transformers, il n'aura pas les derniers pilotes CUDA, etc. Et donc ça peut vous jouer des tours. Pour nous, on est passé par un fork en interne de Kserve, et on a un contrôle très fin sur tout ça. Alors l'idée, c'est de rassurer. On ne se dit pas qu'il faut faire un fork, si vous voulez, il faut pas faire forcément un fork, mais il faut anticiper les besoins de la data science. Parce qu'en fonction de ce qu'ils veulent, votre solution technique derrière elle sera plus ou moins alambiquée. Mais normalement, c'est OK. Ce qui m'amène à mon dernier point aussi, c'est qu'il faut provisionner la GPU. Là, je pense que c'est un truc que beaucoup d'entreprises s'arrachent les cheveux en ce moment. Pour nous, d'ailleurs, j'en ai plus. Mais pour nous, on est passé chez GCP. Pourquoi? Parce que, comme le disait Alex, on est multi-cloud. On avait déjà une intégration GKE chez eux. Mais on a fait pas mal de calls avec des cloud providers et étonnamment, eux, c'était les seuls qui nous ont dit si vous allez là dans tel cluster, vous aurez de la GPU. Voilà. Et ça, déterminisme, fiabilité, nous, pour itérer sur ce premier use case, on avait besoin de ça. On n'avait pas envie de, si vous attendez 1h30, vous allez peut-être en avoir une. Et chez Google, ils ont des features intéressantes comme, pas exclusivement Google, mais en tout cas chez eux, ils en ont, comme la facilité de faire du Docker streaming. Donc de démarrer votre pod avant même d'avoir fini de pull l'image Docker. Alors oui, c'est pas magique, ça marche par layers, mais vous gagnez quand même des dizaines de secondes. Un super combo qu'on a trouvé, c'est l'utilisation d'Anywhere Cache avec la librairie d'NVIDIA qui s'appelle RunAI. Donc, si vous vous souvenez de quelques slides précédentes, RunAI, ça va vous aider à paralléliser le téléchargement de votre modèle, parce que généralement les modèles ils sont shardés, les gros modèles en tout cas, mais surtout à paralléliser le chargement dans la mémoire GPU. Et là, encore une fois, en gain de temps, on parle de minutes au pluriel. Et enfin, un truc à apprivoiser, c'est les compute classes. La compute class, c'est un super CRD côté GCP qui vous permet de demander de la GPU de manière un petit peu plus intelligente. Vous responsabilisez un petit peu plus GCP pour qu'il vous
donne des trucs du genre, qui puissent répondre à des demandes du genre je veux une L4, mais d'abord on spot, après on daemon, puis ensuite en flex. Et puis s'il n'y a pas, donne-moi une autre GPU. Et derrière, il va vous créer, il va faire toute life cycle du node pool en question, il va le créer, le détruire, etc. Et bah, ça s'avère très utile quand vous voulez mettre un pied dans le monde de la GPU. Donc là, quasiment en prod, il nous manquait la couche d'observabilité. Encore une fois, kudos à Kserve, parce que la plupart des runtimes, tous les runtimes, exposent des métriques très facilement exploitables si vous avez une stack Prometheus Grafana ou du Datadog comme nous. En haut, on peut voir des métriques de VLLM qui, pour notre use case, présentent les tokens qu'on a générés par seconde. Et en bas, on a des belles métriques GPU mises à dispo par GCP, où on peut voir un très beau plateau à 100%, et ça, c'est ce que vous voulez. Et avec VLLM, on ne s'est pas vraiment battu pour l'avoir, on l'a eu assez rapidement. Donc ça montre que vous utilisez votre GPU à fond. Donc voilà, Kserve facilite pas mal les choses. Et une fois que vous êtes posé toutes ces questions, nous on a eu un autre use case qu'on a poké, un data scientist qui arrive et qui vous dit moi mon modèle c'est un modèle compilé TensorRT. Désolé pour les mots barbares, pour ceux qui ne connaissent pas le monde d'NVIDIA & Co. Et du coup, bah, une fois qu'on s'était posé toutes ces questions, une fois qu'on avait un peu capitalisé sur ça, bah, on lui a dit écoute, nous, ton truc, c'est pas du LLM, c'est pas du VLM, mais il y a le runtime officiel d'NVIDIA qui s'appelle Triton Inference Server, bah, directement mis à disposition en tant que runtime officiel de Kserve. On spécifie que c'est du Triton dans le nom de modèle format. On met son modèle sur un bucket S3 et le POC a pris une journée. Donc facile d'accès. Donc Kserve met vraiment à portée de main énormément d'use case GPU. Il facilite vraiment les choses. Mais du coup, voilà, la grosse réserve elle sera sur la GPU en elle-même. Pourquoi? Parce que la GPU, ça vaut cher. C'est difficile de vous projeter sur le trafic que vous allez avoir quand vous serez en production. Comment vous réagissez à vos bursts, par exemple. Comment vous faites votre scale to zero avec quel throttle. Pardon. Et surtout, ça va de pair avec le fait que la GPU, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps. C'est difficilement déterministe, surtout quand vous engagez peu. Donc la GPU en prod, c'est extrêmement engageant. Donc voilà pour le petit voyage GPU. Je vais laisser Alex wrapper tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir vraiment de notre présentation, c'est que Kserve, c'est adopté et c'est activement maintenu par la communauté. On va avoir de nouvelles features qui vont être développées, par exemple les iGateway qui va permettre de load balancer des appels d'inférence LLM vers des Kserve se situant dans différents clusters. Et c'est développé par l'équipe de Kserve en utilisant Envoy Proxy en fondation. On va avoir par exemple un inférence service dédié pour du LLM. Donc vraiment, on voit que Kserve en fait essaye d'adopter les tendances. Et c'est vraiment ça aussi sur lequel on veut insister, c'est que ça va être adapté à la majorité de vos cas d'utilisation. Et c'est vraiment un outil avec lequel vous allez pouvoir évoluer avec, parce que en fait, tout simplement, il va pouvoir amener cette évolution au niveau des cas d'utilisation. Nous aussi, on a vu qu'il fallait vraiment faciliter la vie des data scientists. En fait, ça va être vraiment important de créer une plateforme d'inférence pour qu'eux, ils puissent se dire que ils n'ont pas forcément besoin d'interagir avec Kubernetes et qu'ils puissent déployer facilement. Et enfin, la complexité va se retrouver dans d'autres aspects, plus organisationnels, notamment au niveau de la stratégie GPU. On va se retrouver en fait avec des problématiques de comment on va chercher tel GPU, est-ce qu'il va falloir le chercher dans tel ou cloud provider. Et c'est vraiment là où la flexibilité aussi va beaucoup compter. C'est dans ces choix-là qui vont être structurants pour votre entreprise. Donc voilà, on espère que vous avez pu apprendre des nouvelles choses sur Kserve, qu'elle va vous aider peut-être à mettre en place votre plateforme d'inférence chez vous. Et merci beaucoup d'être venu. Si jamais vous avez des questions, on est là pour répondre. Mais malheureusement, on n'a pas de micro, donc ça ne sera pas... Ah, il y a une question là. Il n'y a pas de mic. Vas-y. Tu parlais de cold start, enfin beaucoup parlé de cold start, parce que j'ai vu qu'il y avait un Qwen. Ouais. Tu as des ordres de grandeur à partager sur le cold start? Ouais, t'inquiète. Il demandait par exemple, il a vu qu'on utilisait un modèle Qwen 3, et si on avait des ordres de grandeur sur les cold start qu'on a. Ok. Mais là par exemple, c'était un Qwen 3 fine-tuné, quantisé en 16, je crois, qui faisait 130 gigas. Et là, par exemple, sans les optimisations RunAI,
Sans tout ça, on est sur du 9 à 10 minutes de call start avec le temps de trouver l'host, le provisionner end-to-end, chargé en mémoire et capable de répondre aux requests. Je pense qu'avec les optimes qu'on a cités, celui-là on ne l'a pas testé avec ces optimes-là, je pense qu'on peut descendre facile à du 4-5 minutes. Et encore, si on s'engage sur la GPU, on peut éviter le temps de chercher le node et gagner peut-être même 1 minute, donc descendre peut-être plus bas. Mais là, je vais parler sans savoir parce qu'on ne l'a pas testé sur ce modèle. On nous en a parlé des snapshots de mémoire, on n'a pas essayé. Mais c'est une très belle piste, mais là, ça demande encore plus d'efforts infrastructurels, je pense. Voilà. A priori, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée.